L'armée professionnelle est en marche. Le gouvernement a présenté sa loi de programmation militaire jusqu'en l'an 2000. Invité M. Charles Millon, ministre de la Défense. 48 heures après la catastrophe aérienne en Floride, les sauveteurs ne parviennent toujours pas à accéder sur les lieux. En France, la SNCF décide d'accorder le tarif couple aux homosexuels. Cannes, scandale sur la croisette avec la présentation d'un film anglais sur la drogue. Madame, monsieur, bonsoir. Depuis plusieurs mois maintenant, le Libéria, ce petit pays d'Afrique fondé par d'anciens esclaves revenus d'Amérique, est en proie à une guerre civile particulièrement cruelle entre factions rivales qui s'entretuent dans les rues de la capitale, Monrovia, au point que la population cherche par tous les moyens à s'enfuir. Un cargo sur lequel s'étaient entassées près de 4000 personnes vient d'accoster au Ghana. Un autre attend au large de la Sierra Leone. Éric Meunier. 2 jours déjà qu'ils sont là. Un millier entassés sur le Victory Reefer, un petit cargo ancré à 1 kilomètre seulement des côtes de Sierra Leone, sans autorisation d'accoster. Tous fuient Monrovia au Libéria et ses combats dans ce qui n'est même plus vraiment une guerre civile, où tout le monde est désormais une cible. Pas question alors de faire demi-tour, malgré les risques d'épidémie à bord, malgré l'insuffisance de l'aide humanitaire distribuée par les équipes de Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge. À quelques centaines de kilomètres de là, un autre bateau avec 4000 réfugiés à son bord a eu un peu plus de chance que celui-ci, si l'on ose dire. Le Ghana vient finalement de lui permettre d'accoster après des jours d'errance de port en port. À quelques semaines des élections, la tension monte en Israël. 2 étudiants israéliens ont été blessés ce matin à un arrêt d'autobus en Cisjordanie. Et dans cette même région, cet après-midi, c'est un colon juif qui a été tué par un Palestinien. Dans le même temps, l'armée israélienne a bombardé le sud Liban. 48 heures après la catastrophe aérienne en Floride qui a fait 109 morts, les sauveteurs ont bien du mal à approcher des lieux, des marais infestés d'alligators et de serpents, sans aucune route d'accès. Étienne Lénard. Le marécage des Everglades, la chasse gardée des aventuriers, amateurs d'alligators et de serpents venimeux, est devenu le cauchemar des services de secours à la recherche depuis 48 heures des 2 boîtes noires du DC-9 de la ValueJet. Certes, les 2 moteurs de l'avion engloutis ici avec ses 109 passagers ont été repérés, mais les spécialistes se demandent encore ce soir quelle idée géniale leur permettra de les sortir de cette eau boueuse, une eau dans laquelle les engins de levage ne peuvent de toute façon pas être installés. Certains de mes hommes ont participé à des centaines et des centaines d'opérations de secours après le crash d'un avion et jamais ils n'avaient affronté un environnement aussi hostile. Les familles l'ont compris, elles vont devoir attendre. Les téléspectateurs américains partagent depuis 2 jours la peine des proches de cette jeune hôtesse de l'air. Elle était si forte, avec sa volonté de vivre, sa volonté de réussir. Cette jeune femme qui a perdu ses parents et sa sœur jumelle dans l'accident ne formule qu'un seul regret. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir été dans l'avion avec eux. À la question « Accepteriez-vous de voyager avec votre famille sur un avion ValueJet ?» le secrétaire au transport répondait hier « Oui », mais il ajoutait immédiatement « pour l'instant », car si l'enquête déclenchée apporte la preuve que la compagnie a cassé le prix de ses billets en négligeant la sécurité, ce même secrétaire au transport a promis que les avions de ValueJet seraient cloués au sol définitivement. En France, la loi de programmation militaire promise par le président de la République a été présentée officiellement ce matin au Conseil des ministres. L'armée française s'engage donc résolument vers la professionnalisation. Le projet s'accompagne de fermeture de casernes et de suppression d'emplois également. Laurent Boussier, François Granier. Plus de professionnels mais moins d'argent, un matériel plus moderne mais en moins grand nombre, cette loi de programmation 97-2002 est donc le premier acte concret de la nouvelle politique de défense définie par Jacques Chirac en février dernier. Avec 185 milliards de francs par an, les armées et surtout les industriels de la défense recevront chaque année 20 milliards de moins que ce qui était prévu par la loi de programmation précédente. Économie et restructuration obligatoire. C'est une loi extrêmement brutale, je dirais une loi à la hussarde. 50 000 suppressions d'emplois en 5 ans, c'est énorme. Et c'est également une loi qui va diminuer sérieusement le poids de la France dans la défense européenne. Nous devons assainir les finances du pays et il est évident que le budget de défense doit tenir compte de cette situation financière. Compte tenu de ces contraintes, c'est la meilleure loi possible. Et c'est en tout cas quelque chose de totalement cohérent par rapport aux soucis de sécurité de la France dans l'après-guerre froide.
En 2002, les armées compteront donc 350 000 hommes contre 500 000 aujourd'hui. L'armée de terre alignera 450 chars lourds et 180 hélicoptères. Les aviateurs devraient pouvoir compter sur 360 avions de combat et la marine d'un groupe aéronaval autour du Charles de Gaulle et de ses Rafales. Tous les grands programmes d'armement sont donc maintenus, mais souvent étalés ou retardés. Quant aux 40 régiments dissous, d'ici 6 ans, leur nom n'a pas été révélé. Ce projet s'accompagne également de rapprochements entre les grandes sociétés européennes d'armement et françaises, bien entendu. Déjà, Matra a annoncé aujourd'hui un regroupement de ses activités missiles avec le groupe anglais British Aerospace. Françoise Laborde, Pascal Puyot. C'est ce type de missile de croisière, ici en vol de simulation sur ordinateur, que Matra et British Aerospace développent déjà chacun de leur côté. L'objectif du rapprochement est de mettre en commun cette puissance technologique et financière pour devenir le premier fabricant européen de missiles avec un chiffre d'affaires de 8 milliards de francs et 6 000 salariés. Un rapprochement qui annonce une redistribution des cartes dans l'industrie de la défense. L'enjeu, c'est la restructuration de l'industrie de défense française, qui est actuellement très morcelée, soumise à une compétition féroce de la part des États-Unis d'Amérique. Et donc, l'enjeu de cette affaire, c'est le regroupement des forces françaises en la matière. Car derrière cette association, c'est aussi l'avenir de Thomson qui se joue. En effet, Matra n'a jamais fait mystère de sa volonté de reprendre les activités défense de son rival de toujours, Thomson. Son association d'aujourd'hui, avec British Aerospace, donne plus de poids à cette candidature. Mais Matra prend aussi le risque de découvrir sa stratégie. Seul Thomson CSF l'intéresse, ce qui implique un démantèlement du groupe. Il est vrai aussi que c'est l'activité défense qui réalise les plus gros bénéfices. Dans le même temps, la consultation sur l'avenir du service national se poursuit dans toute la France. Il est établi qu'aujourd'hui, sa fonction ne correspond plus à un véritable besoin. Et les derniers appelés qui feront leur service avant l'an 2000 s'interrogent. Bertrand Coq, Alain Poirier. D'ici à 6 ans, le service militaire, vieille tradition cocardière, aura rejoint le magasin aux souvenirs. Ce matin, à Vincennes, au centre de sélection, les jeunes recrues de la classe 96 goûtaient modérément l'honneur d'être parmi les derniers citoyens soldats. J'aime pas les armes. C'est toujours pareil, il y en a qui sont pour parce qu'ils disent que c'est utile, d'autres qui disent que... Moi, c'est vrai que parfois on a l'impression de perdre 10 mois, mais s'il faut les donner, de toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. De l'aveu même des militaires, les vocations doivent plus à la crise de l'emploi qu'à l'esprit de défense. Surtout aujourd'hui, c'est perçu comme une période qui leur permet de se sortir d'une situation conflictuelle, échec scolaire ou conflit avec la famille, et certains sont très heureux de partir. Mais dans la plupart des cas, les 3 jours, qui ne durent en fait que quelques heures, sont perçus comme la bande-annonce d'une corvée de 10 mois. Je pense que c'est une perte de temps. Et vous savez qu'il va être supprimé bientôt? J'espère. Et vous pensez avoir une chance de passer à travers? J'espère aussi. Il y en a qui viennent, qui sont volontaires, qui veulent s'engager toujours. Et puis en général les autres, ceux qui viennent faire leurs 3 jours, en général c'est un peu à contre-cœur, on les sent un peu réticents, quoi. L'an dernier, plus de 300 000 jeunes gens sont passés sous la toise. 20% d'entre eux, réformés ou exemptés, ont échappé à la caserne. Cette année, c'est le service militaire lui-même qui est déclaré bon pour la réforme. Monsieur Millon, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Millon, cette fois-ci, la professionnalisation de l'armée est vraiment en route, avec tout de même à la clé des économies sur 5 ans, une centaine de milliards. 120 milliards sur 6 ans d'économies pour accompagner la baisse des dépenses publiques, mais surtout un passage de l'armée de conscription à l'armée professionnelle, à l'armée de métier, avec une rénovation de l'outil industriel et un ancrage de notre défense dans l'Europe et dans l'Alliance Atlantique. Vous estimez qu'aucun grand projet n'a été abandonné, certains ont été retardés? Non, aucun grand projet n'a été abandonné. Il y a simplement eu une réorganisation de nos programmes et on s'aperçoit par exemple que ce soit l'armée de l'air, que ce soit la marine, que ce soit l'armée de terre auront à la fin de la planification, c'est-à-dire en 2015, une armée complètement renouvelée en matériel dont la capacité opérationnelle aura augmenté. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y aura
rénovation de l'outil industriel, mais il n'y aura pas les restructurations dramatiques que certains promettent. Alors justement, dans l'opposition, vous en doutez, il y a des réactions. Monsieur Boucheron, qui est un spécialiste de ces problèmes au sein du Parti socialiste, parle de 50 000 emplois supprimés rien que dans le personnel civil des industries de l'armement. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a la présentation d'une loi de programmation avec évidemment des restructurations militaires, c'est-à-dire des fermetures de bases, des dissolutions de régiments, mais aussi une augmentation des emplois, puisque ça sera une armée professionnelle. Et puis d'autre part, il y aura une rénovation, une restructuration de l'outil industriel par des regroupements d'entreprises, mais aussi par une augmentation de la compétitivité. Il est difficile aujourd'hui de prévoir le nombre de réductions d'emplois ou le nombre de reconversions qui peuvent être prévues. En revanche, pour ce qui concerne les casernements, là on a un chiffre, mais on ne connaît pas encore les villes. Est-ce que vous les connaissez ? Et il faut d'abord que la loi de programmation soit votée, et comme je l'ai déjà annoncé, la liste des villes concernées, des régiments qui seront dissous ou des bases qui seront fermées, sera publiée au mois de juillet pour les 2 prochaines années. C'est de l'ordre de combien, Monsieur le Ministre ? Il y aura au total 40 régiments opérationnels qui seront dissous durant les 6 années à venir et à peu près 20 régiments de soutien qui viendront se rajouter. Donc il y aura environ 60 régiments qui seront dissous. Alors, des regroupements industriels, on en a entendu un tout à l'heure, Matra Aerospace. On va en apprendre demain encore entre Dassault et Aérospatiale ? Dassault Aérospatiale, le rapprochement est en cours, la fusion doit avoir lieu avant 2 ans, donc il y a actuellement une restructuration de l'industrie européenne et de l'industrie française en particulier pour pouvoir faire face à la concurrence américaine, pour pouvoir renforcer l'autonomie de la défense de la France et pour pouvoir permettre à nos industries d'être compétitives et par là de garantir les emplois. Monsieur Millon, on dit que Monsieur Dassault est encore très réticent sur ce rapprochement. Vous savez, actuellement, il y a des discussions qui sont en cours. Le président de la République a fait connaître le choix de la France. Les industries d'armement doivent se mettre au diapason de la défense telle qu'elle est conçue, puisqu'elles permettent à la défense d'être indépendante et autonome, mais elles sont là aussi pour fournir l'armée, les armées. Donc je crois que tout le monde le sait, il y aura la fusion aérospatiale Dassault. Alors, dernière chose, la grande affaire, c'est tout de même le service militaire. Il y a beaucoup de réunions en ce moment dans toute la France et il remonte que finalement, les Français restent tout de même attachés à l'idée de conscription, même pour une durée moins longue, ne serait-ce que pour qu'à un moment donné de leur jeunesse, les Français se retrouvent ensemble. Je crois que c'est un grand débat. C'est un débat original. Actuellement, près de 30% des communes françaises ont vu un débat s'organiser dans les mairies. La plupart des grandes associations ont répondu. Il y a un débat au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on s'aperçoit que les Français sont attachés au lien entre l'armée et la nation. Alors, quelle forme va prendre ce service national ? C'est le thème du débat. À la fin du mois de mai, le gouvernement fera savoir s'il opte pour un service national volontaire ou un service national obligatoire. Et durant tout l'été, on décidera des formes civiles du service national. Et l'ouverture ce qui a été décidé, et ce qui est déjà décidé, c'est le passage de l'armée de conscription à l'armée professionnelle et donc la diminution du nombre d'appelés ou de volontaires dans les armées. Dernière chose, est-ce que l'ouverture aux jeunes filles reste d'actualité ? Mais vous savez, actuellement, les jeunes filles peuvent toujours être volontaires pour effectuer leur service national. Alors demain, au terme du débat, on décidera si le service national est obligatoire, s'il est ouvert ou non aux jeunes filles. S'il est volontaire, c'est déjà fait. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Inquiets encore de cette loi de programmation, plusieurs centaines d'employés des constructions navales de Brest ont défilé aujourd'hui pour exiger le maintien de l'emploi dans l'arsenal après la fin de la construction du porte-avions Charles de Gaulle. Demain, le président de la République, M. Chirac, entamera un voyage officiel de 4 jours en Angleterre. À Londres, Very Old England, la tradition reste la tradition. M. Jacques Chirac traversera la ville en landau. Bernard Lebrun. Une visite d'État, c'est d'abord et avant tout la grande affaire de la reine et donc de son Lord Chambellan, gardien du protocole. C'est à lui qu'il revient de régler dans les moindres détails la cérémonie d'accueil du président de la République. Et c'est à 5h30 du matin que la répétition en tenue de service a commencé par cette inspection du 1er bataillon irlandais de la garde de Sa Majesté. Regardez bien, même l'officier suit au doigt et à l'œil les ordres du Lord Chambellan.
va bien, pas de revue de détail pour les soldats puisqu'ils n'ont pas encore leur grande tenue, et la pièce maîtresse de la cérémonie va pouvoir entrer en scène. Précédé de 6 chevaux blancs lipisants, le carrosse, pas n'importe lequel, l'un de ceux des écuries de la reine, frappé des sceaux et devises de la couronne en français, le landau d'État 1902 convertible en cabriolet et strictement réservé aux visites des chefs d'État étrangers. C'est la reine Victoria, qui s'était faite la championne de Napoléon III, qu'elle aimait beaucoup, qui a fixé le protocole et l'étiquette des visites d'État, toujours en cours aujourd'hui. C'est leur relation affectueuse qui a servi de modèle. Ainsi donc, après le général de Gaulle en 1960, Valéry Giscard d'Estaing en 1976 et François Mitterrand il y a 12 ans, c'est dans ce landau que le président Chirac, accompagné de Sa Majesté, remontera le Maule, cette majestueuse avenue pavoisée de drapeaux tricolores. Au bout de l'avenue, le château de Buckingham, et c'est ici que le président de la République et son épouse résideront pendant 4 jours. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une visite d'État. Ils ne sont pas seulement les invités du gouvernement britannique, mais de la reine personnellement. Le journal spécialisé L'Autojournal publie aujourd'hui une enquête qui montre que le nombre des accidents mortels a baissé en France, que le nombre de vols de voitures a également sensiblement diminué grâce aux antivols électroniques, et pourtant les assureurs envisagent des augmentations de tarifs. Luc Bazizin, Philippe Luzzi. Parmi ces vignettes, celle qui coûte le plus cher à l'automobiliste est probablement celle-ci. Les primes d'assurance continuent d'augmenter bien que le nombre de victimes et le nombre de vols de voitures diminuent. Les accidents mortels sont moins fréquents. En 1995, on recensait 8412 tués sur les routes de France, soit près de 2000 de moins qu'il y a 5 ans. Ce qui devrait donc réjouir les assurances. D'autre part, le nombre de vols de voitures a chuté de près de 10% entre 1993 et 1995. La raison tient surtout à ce genre de clés, des systèmes électroniques d'antidémarrage que la majorité des constructeurs généralisent. Conséquence, les coûts supportés par les assureurs ont diminué de 12% en un an. Même tendance pour le bris de glace en diminution de 8%. Des vitres qui étaient souvent cassées pour voler des autoradios qui maintenant sont fréquemment intégrées au tableau de bord et équipées de codes électroniques. Malgré ces baisses significatives des sinistres, les assureurs trouvent encore des raisons d'augmenter leurs tarifs. Le coût moyen des sinistres matériels, lui, a augmenté de 5%. Par ailleurs, la TVA a augmenté de 2 points, ce qui devrait entraîner une augmentation des cotisations de 1%. Et par ailleurs, un nouveau prélèvement de sécurité sociale, depuis le 1er janvier 1996, devrait augmenter la prime responsabilité civile de plus de 1%. Résultat, l'assurance automobile devrait augmenter cette année de presque 4%. Pour l'assureur, la diminution du nombre de sinistres ne se traduit donc pas par une baisse des prix. En parlant de hausse, la hausse des prix à la consommation en France en avril est estimée provisoirement entre 0,1 et 0,2% selon les premiers chiffres de l'INSEE. Sur un an, la hausse des prix est comprise entre 2,3 et plus 2,4%. Début de la privatisation effective de Renault. L'État devient minoritaire en cédant 6% de ses parts. Yannick Le Tranchant. À qui d'autre que vous, qui parlez si bien du confort de nos véhicules, pouvait-on confier l'avenir de Renault? Renault ouvre son capital. Vous pouvez devenir actionnaire. Cette fois, c'est parti et c'est pour de bon. Renault privatisé, c'est pour très bientôt. Première étape, dans quelques jours, la cession de gré à gré de 6% environ du capital. Cela rapporterait 2 milliards de francs à l'État. L'État avait déjà largement ouvert le capital de Renault. C'était en novembre 1994. Il n'avait conservé que 51% du groupe. Renault voit ainsi son actionnariat stable renforcé et peut désormais faire jeu égal avec ses concurrents. Pour moi, c'est une bonne décision pour Renault. C'est une bonne décision parce que l'entreprise sera plus manœuvrante, plus autonome, plus responsable et pourra mieux faire face au marché. Le gouvernement lui confirme ainsi sa volonté de poursuivre son programme de privatisation. Pour les AGF, c'est en cours. Thomson et la Caisse nationale de prévoyance devraient suivre. Chez Renault, les syndicats ne manqueront pas de s'interroger dans les prochains jours sur les conséquences éventuelles d'une telle mesure. À la SNCF, tout est possible, dit le slogan. Eh bien, la SNCF a décidé d'accorder la carte couple qui donne droit à des réductions à tous les couples dont le concubinage est reconnu par l'état civil. Cela signifie que les couples homosexuels pourront bénéficier de ces avantages. Jacques Cardoz, Pierre-Laurent Constant.
Bonjour, on voudrait une carte couple pour toutes les deux. Vous savez quelles sont les formalités à faire? La SNCF ne fait plus de différence. Marie et Gwen ont un certificat de concubinage, alors elles bénéficient d'une carte couple, comme des mariés ou des concubins hétérosexuels. Ce qui change, et c'est vraiment important, c'est qu'on en fait une annonce publique. C'est-à-dire que le fait qu'une société comme la SNCF fasse publiquement savoir qu'elle délivre des cartes couple à des homosexuels, ça c'est vraiment nouveau et effectivement ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. Cette carte, délivrée gratuitement, devient un symbole pour les homosexuels. Ils se voient reconnus comme tels pour la première fois en France par un transporteur qui plus est service public. Pour la SNCF, c'est une évolution logique, même si seulement 270 communes de France accordent aux homosexuels le certificat de concubinage. Dès que des certificats de concubinage pour couples homosexuels ont été délivrés, nous avons été amenés à délivrer des cartes couples et a priori nous continuerons à le faire sans aucun problème. Alors, est-ce qu'on a un intérêt commercial à ça? Nous avons un intérêt commercial à la carte couple. Plus nous distribuons de cartes couples, plus de gens prennent le train et plus nous serons heureux. Mais les autres transporteurs ne l'entendent pas ainsi. Malgré la pression d'un collectif d'associations, Air France et Air Inter-Europe préfèrent attendre un cadre législatif plus clair. Pas question donc pour le moment de faire bénéficier les homosexuels des tarifs lune de miel, l'équivalent de la carte couple, sur certaines lignes Air France. Dans les jours qui viennent, une décision doit être prise à propos du TGV Est qui devrait rallier Paris à Strasbourg en moins de 2 heures. Jusqu'au dernier moment, 2 idées s'opposent. Il y a les partisans d'une nouvelle ligne et ceux qui estiment que le tracé actuel amélioré est bien suffisant. Sophie Jouve, Jérôme Soulard. Après 11 ans de bataille, cette déclaration d'utilité publique fait faire un bond en avant au TGV Est. Mais on est encore loin du premier coup de pioche, car rien n'est encore arrêté, ni le tracé définitif, ni le financement. Le TGV ne peut pas être financé par la SNCF toute seule comme dans le passé. Ça, c'est clair. Bon. Ce que nous savons donc, c'est que les collectivités locales, l'Union européenne, au titre des grands réseaux, et l'État français devront apporter leur contribution. Un coût de 33 milliards de francs si l'on retient la solution du gouvernement, une nouvelle ligne construite en 2 temps par souci d'économie. Les 2 premiers tronçons mettraient Paris-Strasbourg à 2h30, le dernier maillon réduirait le trajet à 1h50. Mais on parle de plus en plus en Alsace d'une autre solution moins coûteuse, puisqu'elle permettrait au TGV d'emprunter la ligne existante. Il s'agit du train pendulaire. Avec ce système, les wagons s'inclinent sur les courbes prises à grande vitesse, une solution qui est à la faveur des écologistes et du tout nouveau président du conseil régional. Je pense que ce serait une solution plus économique et plus écologique que de faire d'emblée la traversée de la plaine d'Alsace qui coûte fort cher, qui provoque des perturbations sur l'environnement, qui nécessite un tunnel très coûteux à travers les Vosges. Avec ce système, certes, on gagne du temps, mais pas assez, selon le maire de Strasbourg, partisane du trajet en 1h50, tout de suite. L'attractivité d'un train à grande vitesse, c'est sa rapidité. Au-delà de 2 heures, le train n'est plus attractif par rapport à l'avion. Question de temps, question d'argent surtout. Si les élus finissent par se mettre d'accord, si le gouvernement donne son feu vert, les premières rames pourraient rouler en 2002. Le président de France Télévisions, M. Jean-Pierre Elkabbach, a répondu aujourd'hui aux questions des syndicats et des salariés de la société. Il a déclaré assumer totalement et pleinement ses responsabilités, avoir respecté toutes les règles en matière de passation de contrat, réfutant toute idée de cadeau. Il a donné un certain nombre de précisions sur l'ensemble des contrats qui font l'objet de l'affaire depuis son début. Réaction de l'intersyndicale, le PDG n'a pas répondu aux questions posées. C'est l'avis également de la Société des journalistes. Explication à huis clos aujourd'hui au Conseil régional d'Île-de-France sur une affaire de passation de marché qui a amené l'une des vice-présidentes du Conseil à démissionner de son poste de la dite commission des marchés, estimant que des irrégularités graves avaient été commises à l'occasion d'attribution de marchés publics dans la région parisienne. Philippe Boisserie, Pierre-Laurent Constant. C'était vendredi dernier, Claude-Annick Tissot était encore présidente de la commission des marchés du Conseil régional d'Île-de-France. Avec les membres de cette commission, elle était en charge de l'attribution des marchés publics régionaux. Plus de 1000 dossiers en 18 mois, des dossiers selon elle, pas au-dessus de tout soupçon. Je l'ai dit, je le répète d'une façon claire, nette et précise, c'est que j'ai pu constater des irrégularités, encore une fois des irrégularités administratives. Ce que vous dénoncez, c'est qu'il y ait une concurrence de façade la plupart du temps. Très exactement, tout à fait, c'est une concurrence de façade. Par exemple, si une rénovation de lycée est décidée, 15 entreprises vont déposer des dossiers, mais 13 d'entre eux seront bizarrement incomplets. Au résultat, il ne reste en concurrence que 2 sociétés, dont la plupart du temps, une s'impose d'elle-même. Claude-Annick Tissot ne dénonce pas de malversation, elle n'a pas les moyens de le savoir. Ce qu'elle souhaitait, c'était prôner devant les élus du Conseil régional une plus grande transparence. Elle n'en a pas eu le temps,
Elle a démissionné samedi. Quant à Michel Giraud, président, lui aussi RPR du Conseil régional, après avoir diligenté une inspection contre sa propre commission des marchés, il a réuni aujourd'hui un bureau exécutif. Aucune déclaration publique, juste un communiqué. Il refuse que l'on porte atteinte à l'honneur des élus et des fonctionnaires régionaux et s'engage à conforter la rigueur et la transparence dans les procédures d'attribution des marchés publics. Le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui, affirme que la justice suisse, à la demande du juge français Alphen, a retrouvé la piste d'un compte en Suisse dont le titulaire, Jean-Claude Méry, ancien membre de l'appareil du RPR, aurait perçu plusieurs millions versés par des entreprises en échange d'interventions en leur faveur. Un cambriolage a tourné au drame à Marseille la nuit dernière. Un retraité d'une 60aine d'années a été tué par deux hommes qui voulaient lui faire avouer où étaient cachées ses économies. Un commando du GIGN est intervenu trop tard, malheureusement. Le retraité était mort. Les deux hommes de nationalité slovaque, âgés d'une vingtaine d'années, ont été arrêtés. Santé, en 1992, la France, comme d'autres pays, avait interdit la pose de prothèses mammaires au silicone, jugée dangereuse. Après 4 années d'études, les experts estiment qu'en fait, le risque est faible. Mais ils demandent que le marché de la prothèse soit aussi sévèrement réglementé que celui du médicament. Jean-Daniel Flezaquier, Georges Janssen. Une forme étrange pour redonner des formes satisfaisantes. C'est ainsi qu'on fabrique les prothèses mammaires en silicone ou en hydrogel. Mais depuis 1992, il est interdit en France de poser de telles prothèses. Tout est venu une fois de plus d'Amérique, où les fabricants de ces prothèses ont dû payer des fortunes à de jeunes femmes comme celle-ci, et aussi à leurs avocats, au motif que ces prothèses pouvaient être à l'origine de graves maladies, par là même de cancer. 4 ans plus tard, on ne parle plus de cancer, et le risque de maladies immunitaires liées aux prothèses, s'il existe bel et bien, est jugé extrêmement faible. Mais on sait toujours aussi peu de choses sur la fréquence des ruptures et surtout sur la toxicité des produits de remplissage, surtout quand la prothèse vieillit. On s'oriente en France vers une levée progressive de l'interdiction. Mais avant cela, les experts conseillent au pouvoir public de prendre un certain nombre de dispositions. Si effectivement on commercialise et on peut implanter ces prothèses, il est important que les femmes chez qui on va implanter ces prothèses aient des assurances comme quoi sur le plan toxique, sur le plan mécanique et sur le plan clinique, ces prothèses ont le maximum de qualité pour l'avenir. On se rapproche donc de ce qui existe déjà pour les médicaments. Chaque fabricant devra montrer que son produit est sûr et efficace avant de pouvoir le mettre sur le marché. Au milieu de la crise actuelle de la vache folle, certains producteurs en France tirent leur épingle du jeu. Il s'agit des éleveurs dits biologiques. Reportage dans l'Allier, Jacques Cardoz, Franz Vaillant. Un lieu du passé pour une qualité d'antan. Autour de ce château construit sous le Second Empire, un élevage plutôt rare. 210 vaches réparties sur 150 hectares et pour les alimenter, de l'herbe sans aucun produit chimique. L'éleveur, un homme d'une 40aine d'années reconverti à la culture biologique parce qu'allergique aux engrais traités. C'était il y a 10 ans, un retour à l'authentique motivé par l'environnement et la santé. Premièrement, c'est beaucoup plus agréable pour le troupeau, beaucoup plus sain pour le soigneur. On fait des grosses économies de vétérinaires, donc la viande est meilleure au goût. C'est un des sens qu'on avait complètement oublié, ce sens avait été oublié, et la biologie permet de réhabiliter ce sens. Réhabiliter un sens qui a un prix, car cet éleveur est aussi cultivateur biologique pour son propre bétail. Conséquence, la viande est vendue 20% plus cher, même si la demande est de plus en plus forte. Chacun se rend bien compte qu'on a été dans des excès, que l'agriculture industrielle a produit des aliments qui sont un petit peu trop trafiqués et qu'aujourd'hui, chacun se rend bien compte que si on veut retrouver un corps sain, être bien dans son corps, il faut manger bio. Une viande bio peu disponible actuellement sur le marché. Il faut dire que les éleveurs sont rares, dans ces conditions difficiles d'atteindre la filière de la grande distribution, une filière qui a ses préférences pour la viande classique. Jusqu'à présent, on connaissait le phénomène classique des maisons hantées. Il y aura désormais l'affaire de Nantes, dans le même genre, mais beaucoup plus originale. Dans son appartement, une jeune femme constate régulièrement que ses appareils tombent en panne, et ça dure depuis 8 ans, au point qu'elle a décidé d'attaquer en justice EDF et France Télécom. Pascal Doucet-Bon, Alain Dubas, reportage. Normalement, les petites lumières des fusibles de Chantal devraient être stables, mais ce n'est pas la moindre de ces misères. En ce qui concerne les téléphones avec fil, je les ai changés, j'en ai changé déjà au moins 9 fois. En ce qui concerne les téléphones sans fil, j'en suis au 5e. Ça, c'est la première version réparée plusieurs fois. Ça, c'est la deuxième version échangée 3 fois. Donc au total 5 appareils.
En ce qui concerne les fax, en 2 ans, 2 appareils. En ce qui concerne les répondeurs, j'ai déjà changé 2 fois. Les 2 versions ne marchent toujours pas. Chantal a aussi fait réparer son magnétoscope qui sautait tout seul de chaîne en chaîne, remplacé 3 fois son frigo et son congélateur en 8 ans. Quant à la machine à laver, elle surchauffe le linge. Le drame, c'est que Chantal, qui est chargée d'études en marketing, travaille chez elle, ou plutôt travaillait, puisqu'elle a arrêté après avoir perdu plusieurs marchés et donc beaucoup d'argent. A priori, je crois qu'on peut partir sur une hypothèse raisonnable d'environ 200 000 francs. Depuis 88, effectivement, l'image que je véhiculais auprès de mon entourage, c'est Chantal, dès qu'elle touche un appareil électrique, il crame. Chantal les collectionne. Bon, est-ce que tu n'as pas du magnétisme quelque part qui pourrait faire que... Après 2 interventions infructueuses, France Télécom a court-circuité l'installation avec ce câble. Échec. Les téléphones mobiles prêtés par la suite ont tous rendu l'âme. L'expert auprès des tribunaux avance quant à lui 3 hypothèses: la proximité du port et de ses nombreux rayonnements radioélectriques, la présence dans l'immeuble d'un transformateur ou encore les surtensions sur le réseau électrique. Mais EDF, assigné récemment par Chantal, ne croit pas à cette thèse. N'est pas à exclure totalement, mais elle nous paraît peu probable, encore une fois, dans la mesure où aucun autre client ne s'est manifesté. Mais justement, certains voisins commencent à se plaindre aussi. En attendant, les frais de procédure sont à la charge de Chantal, et avant la conclusion des experts, elle a largement le temps de fondre les plombs. Passez-nous l'expression. Cette semaine, le loto va fêter ses 20 ans d'existence, avec mercredi prochain, le 15 mai, une cagnotte de 100 millions de francs. Mais après tout, l'argent fait-il le bonheur? C'est la question que nous avons posée au plus gros gagnant de l'histoire du loto, cet employé de banque d'Asbrook, souvenez-vous, dans le Pas-de-Calais, qui a récemment, c'était au mois de décembre, gagné 70 millions de francs. Marianne Mas, Dominique Mas l'ont rencontré. Jusqu'au 2 décembre 1995, cet homme était un inconnu. Ce jour-là, il est devenu le millionnaire, recordman toute catégorie, près de 70 millions de francs. Depuis, le royaume des tapeurs en tout genre, il connaît. 100 lettres par jour en moyenne pour lui proposer piscine, hôtel ou bateau, sans compter les anonymes qui lui envoient leurs feuilles d'impôt pour demander un peu d'argent. Allez Bruno, 10 000 balles, c'est quoi pour toi? Je ne peux pas donner à l'un plus qu'à l'autre. Et c'est pour ça que j'ai fait des dons aux œuvres sociales. Je peux pas, si je commence à donner à l'un, c'est vrai, on me dit c'est rien pour vous, c'est quoi? C'est une journée d'intérêt. Et puis on ne le dira à personne, hein, forcément. Mais moi, j'aurais pas ma conscience tranquille. Si je le fais à l'un, je dois le faire à tous. Donc je le fais à personne. 70 millions, avec ça, il aurait pu au moins rêver d'une 300 chevaux. Mais son dada à lui, c'est plutôt les courses. Bruno s'est offert une 306 et 2 chevaux. L'un d'eux a même remporté un tiercé 23 contre 1. Si c'est pas de la veine, ça. C'était un rêve d'être propriétaire d'un cheval. Donc ça, c'est le rêve qui se concrétise. Au magasin des rêves, il y avait aussi un étang de pêche, c'est fait, et puis des petits trucs qui trottent dans la tête. J'aurais voulu faire, c'est un voyage en hélicoptère, tiens, parce que j'ai vu ça dans une revue, que j'ai jamais fait ça. Mais bon, ça, je le ferai peut-être un jour. Aujourd'hui, Bruno est en congé formation pour essayer de créer une entreprise, il ne sait pas encore quoi. Sa dernière folie, se faire construire une maison avec une tour. J'ai eu 3 propositions d'achat de château d'ailleurs, mais que j'ai refusé. Donc la tour, ça va me rappeler un peu le château, quoi. En moderne, quoi. Ça va être une maison moderne avec une tour. Eh oui, faut quand même savoir être un peu fou, parfois, non? Un document d'amateur va sortir dans les salles de cinéma en France. Ça n'était jamais arrivé, je crois. Dans les années 70, M. Robert Bozzi a filmé les immigrés qui habitaient des bidonvilles de la banlieue parisienne, en majorité des Portugais et des Espagnols à l'époque. Il y a 5 ans, il a décidé de retrouver leurs traces. Et il y est parvenu. C'est ce qu'il raconte dans son film « Les gens des baraques ». Une série de témoignages simples, mais terriblement émouvants. Thierry, Pierre-Laurent Constant. C'est en France, dans les années 70. Paris était entouré par une centaine de bidonvilles, sans eau, sans électricité. 700 000 Espagnols et 400 000 Portugais vivaient là dans des roulottes et des baraques de bois, de papier et de goudron. Ces immigrés, Robert Bozzi les a filmés il y a 25 ans. Impossible de les oublier. Il fallait vraiment les retrouver et leur rendre ça. Montrer à cet enfant qui avait sa mère, qu'il a reçu l'amour de sa mère, là-dedans. Photo à l'appui, Bozzi s'est lancé dans une longue enquête, un véritable polar social pour les retrouver et répondre à une question. Que sont-ils devenus? Ont-ils réussi leur intégration? Também, nem sabe nem nada. Que engraçado.
Quelques-uns sont repartis au Portugal, où ils sont propriétaires et très fiers de l'être. Regardez la maison, c'est tout pour vous. C'est vous qui l'avez fait celui-là? Oui, nous y verrons. Jusqu'à l'usine et devant ici, à l'emplacement de cette ici, sur cet immeuble-là, il y avait le bidonville. La plupart sont restés en France. Souvent, ils n'ont fait que traverser la rue. Un parking et les HLM de la cité des Francs-Moisins ont remplacé les bidonvilles. Beaucoup de ceux que Robert Bozzi a filmés habitent toujours là. Ils ne sont pas beaucoup écartés. Ce ne sont pas des aventuriers, ce sont des gens qui ont essayé d'améliorer leurs conditions de vie. Et dès que ça a été possible, ils se sont fixés. Celui qui a construit la première baraque du bidonville de Saint-Denis, c'est lui, Seigneur Diez, 78 ans, 9 enfants et depuis peu son histoire sur grand écran. Paysan sans terre, il arrive en France en 57. Après 30 jours de chômage, il fait venir sa femme. Il a vu la baraque et fait, dit, tiens, c'est ça notre maison. C'est ça notre maison. Il a envie de pleurer. Il a pleuré. Ces années-là s'appellent les 30 glorieuses. Ricardo a parfois un petit doute. Parce que c'est des rames, c'est énorme. La nuit, ils font ces bagarres sous la baraque. Ils bougent la baraque. Robert Bozzi les a tous écoutés avec patience et respect. La cassette du film a vite circulé dans la communauté, mais pour eux, ça n'est pas du cinéma, c'est leur vie. Premier vrai scandale sur la Croisette à l'occasion du Festival de Cannes avec un film anglais, Trainspotting. Il raconte les aventures d'une bande de jeunes toxicomanes. C'est un film qui connaît déjà un grand succès d'ailleurs en Angleterre et qui est présenté à Cannes, il faut le dire, hors compétition. Pascal Deschamps, Hervé Pozzo. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television. Ils n'ont pas 100 ans à E3 et l'air de rien, ils dynamitent le cinéma britannique avec cette chronique de la vie d'une bande de jeunes défavorisés, une vie rythmée par la drogue. Choose your future, choose life. But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got heroin? La plupart du temps, ce que l'on met en avant, un peu partout, c'est le monde privilégié de 4 mariages et un enterrement, ou des histoires à la con de princes et de princesses. Et on finit par croire qu'il n'y a pas d'autre monde. Mais quand vous faites un film correct sur le reste du monde, sur une autre réalité, ce qu'on a essayé de faire, ça intéresse le public. Et en Grande-Bretagne, Trainspotting a intéressé beaucoup de monde. 4 garçons pas vraiment dans le vent, non, plutôt les archétypes d'une anticulture. Une culture de la vie au quotidien, comme elle vient, une vie qui se ficherait d'avoir un début et une fin et qui se consumerait dans l'instant. Un monde artificiel qui n'aurait de paradis que le nom. Le film est un voyage dans ce monde, dans le mental d'un junkie. C'est sans doute ce qui a scandalisé une partie du public britannique. Bien sûr, il y a eu quelques réactions négatives des milieux conservateurs. Ils nous ont reproché de faire la promotion de la drogue. Mais ça n'a pas été le cas pour une immense majorité, en particulier les jeunes interrogés à la sortie des salles. Ce sont soi-disant les plus vulnérables. Eh bien eux, ils ont parfaitement compris le film. Que ce n'est en aucun cas une pub pour la drogue. Trainspotting n'est pas en compétition et c'est bien dommage, car c'est sans doute l'un des films les plus forts de cette sélection. Il pourrait bien en être l'un des événements, tout comme Usual Suspects, l'un des cartons du box-office l'an dernier, découvert lui aussi hors compétition. Un deuxième SIDAction aura lieu, c'est définitif maintenant, le 6 juin prochain sur l'ensemble des 8 chaînes de télévision françaises, en direct du Zénith, donc le 6 juin prochain. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, 23h45, l'édition de la nuit avec Agnès Molinier. Demain à 7h50 dans Télématin, Rémi Roche recevra Brigitte Léotard pour son livre Petite mémoire d'un clan. Puis 13h, vous retrouverez Patrick Chen. Quant à nous, on se retrouvera demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.